Les néons bourdonnèrent lorsque le téléphone de Grayson Cohar sonna. Numéro inconnu. Il hésita, le doigt sur le déclin. Après 3 jours de silence de sa femme, les appels surprises ne lui apportaient jamais rien de bon. Son bureau, enfoui sous les rapports de conformité, ressemblait à une farce cruelle, tandis que sa vie personnelle s'écroulait. Monsieur Collard, voici Janet Rodriguez, la mère de Tommy, de la classe d'Ellie. Votre fils est à l'hôpital presbytérien Saint-Joseph. Impossible de vous joindre. De la glace lui inonda les veines, se répandant de sa poitrine jusqu'au bout de ses doigts comme de l'azote liquide. Le rapport de conformité qu'il consultait, ironiquement, sur les protocoles de sécurité, se brouilla tandis que sa vision se troublait. Que s'est-il passé? Est-il gravement blessé? Est-il conscient? Je ne connais pas les détails. Tommy vient de dire qu'une ambulance était chez Rick. Les ambulanciers s'occupaient d'Ellie lorsqu'ils l'ont embarqué. Allez-y. Bon. Salle 7 aux urgences. Et Monsieur Collard, conduisez prudemment. Chez Rick. Ni chez lui, ni à l'école. Rick Danner, le manutentionnaire qu'Alina appelait, un simple assistant. Pendant 8 mois, il avait rôdé comme un chasseur. Ellie tressaillit en entendant sa voix. Il est resté plus souvent pendant que Grayson travaillait tard, parlant toujours de discipline et de respect, comme un homme qui a déjà manié ses poings. Les mains de Grayson tremblaient lorsqu'il attrapa ses clés. Alina aurait dû appeler en premier. Elle était aussi la personne à contacter en cas d'urgence d'Ellie. Sa femme depuis 15 ans, vice-présidente des ressources humaines chez Sentinel Cyber Security, sa supérieure indirecte. Elle dirigeait tout sauf ça. La circulation du soir au drive-in de Denver semblait interminable. Les feux rouges s'étiraient comme des instruments de torture conçus par un ingénieur de la circulation malveillant. Il appela Alina 3 fois. Chaque sonnerie aboutissait directement sur la messagerie vocale. Chaque appel sans réponse amplifiait son angoisse grandissante jusqu'à la transformer en une douleur physique dans la poitrine. Vous avez bien joint Alina Collard, vice-présidente des ressources humaines chez Sentinel Cyber Security. Veuillez laisser un message détaillé avec votre nom complet, votre service et la nature de votre demande, et je vous rappellerai dans les 24 heures. Professionnel, froid, la même voix qu'elle utilisait avec ses subordonnés qui la décevaient. Cette voix qui autrefois murmurait des promesses d'amour, réduite à l'efficacité de l'entreprise. Alina, c'est moi. Ellie est aux urgences. Rappelle-moi immédiatement. Sa voix se brisa sur le dernier mot, révélant un désespoir qu'il n'avait pas ressenti depuis la crise cardiaque de son père, 12 ans plus tôt. L'entrée des urgences de l'hôpital presbytérien Saint-Joseph brillait d'une lumière crue qui donnait à tout un air malade et stérile. Grayson franchit les portes automatiques en courant, badge prêt, le cœur battant à tout rompre. L'odeur d'antiseptique le frappa comme un coup de poing. Les souvenirs des derniers jours de sa mère lui revinrent spontanément. Ellie Collard, halta-t-il à la réception, s'appuyant lourdement sur le comptoir. Mon fils, 13 ans. J'ai reçu un appel. L'expression de l'infirmière s'adoucit en le reconnaissant. C'était une femme d'âge moyen, hispanique, avec un regard bienveillant qui avait vu trop de traumatismes aux urgences. Son badge indiquait « Maria Santos, chambre 7 ». Votre femme est déjà là. Mais monsieur, il y a eu une confusion quant à son emplacement. Est-ce qu'il va bien? Et au bout du couloir? Mais monsieur, il y a eu un désaccord concernant les droits de visite. Vous devriez peut-être d'abord parler à l'infirmière en chef. Grayson était déjà en mouvement, ses pas résonnant sur le carrelage stérile comme des coups de feu dans une cathédrale. La chambre s'est apparue devant elle, tel un phare de terreur. Et elle était là. Alina se tenait telle une sentinelle devant la porte, talons aiguilles bien écartés, les bras croisés sur son blazer sur mesure. Ses cheveux auburn étaient parfaitement coiffés malgré l'urgence. Pas une mèche de travers. Toujours la dirigeante, même en crise, même lorsque leur fils était brisé et en sang. Elle le vit arriver et se jeta sur lui, bloquant la porte de son corps comme une héritière d'entreprise. « Vous ne pouvez pas entrer là-dedans », dit-elle d'une voix imprégnée de cette autorité de conseil qui faisait généralement reculer et disperser les subordonnés. « Je ne peux pas, c'est mon fils. Il ne veut pas te voir, Grayson. » Ses yeux verts étaient froids comme la glace, calculateurs, et ils échafaudaient déjà des scénarios pour limiter les dégâts. Il m'avait expressément demandé. Ta présence ne ferait que le contrarier davantage. Il a vécu suffisamment de traumatismes. Bouge.
Il s'approcha. Assez près pour sentir son parfum coûteux. Du Chanel numéro 5 mélangé à autre chose. Une sueur de peur à peine perceptible, mais reconnaissable pour quelqu'un qui avait vécu avec elle pendant 15 ans. Non. Elle écarta les pieds, ses talons de créateur claquant sur le linoléum, comme une ponctuation des règles. Tu vas empirer les choses. On a toujours tendance à empirer les choses quand on est ému. Derrière Alina, une infirmière sortit de la chambre 7, la même que celle de l'accueil. Sa tenue de bloc opératoire était ornée de petits personnages de dessins animés qui semblaient obscènes dans le contexte d'un traumatisme infantile. Elle les regarda tous les deux avec un malaise évident, reconnaissant la tension crépitante comme l'électricité avant un orage. En fait, dit l'infirmière d'une voix douce, à peine plus forte qu'un murmure. Le patient a d'abord demandé son père. Nous avons essayé d'appeler Monsieur Cohard à plusieurs reprises avant de joindre Madame Collard. Le garçon était très précis sur son désir de voir son père. Le visage d'Alina se vida de ses couleurs comme l'eau d'un barrage rompu. Ce n'est pas ça. Il était confus, traumatisé, commotionné. Il ne savait pas ce qu'il disait. Madame, j'étais là quand il reprit connaissance dans l'ambulance. Il demanda papa 3 fois, très clairement. Aucune confusion. Grayson contourna sa femme, mais elle lui saisit le bras avec ses ongles manucurés qui s'enfoncèrent dans sa manche comme des griffes conçues pour la guerre des entreprises. Ne fais pas ça. Ses ongles faisaient couler le sang à travers le tissu. Tu vas tout ramener à toi. Tu fais toujours tout tourner autour de toi au lieu de te concentrer sur les solutions. Il la repoussa avec plus de force que nécessaire et entra dans la pièce. Ellie était assis sur la table d'examen, les jambes ballantes comme un enfant beaucoup plus jeune, sa blouse d'hôpital flottant sur sa silhouette de 13 ans. Son œil gauche était gonflé, complètement fermé. Des ecchymoses violettes s'étalaient sur sa pommette comme de l'encre renversée. Des empreintes digitales marquaient ses bras avec une précision irréprochable. Des empreintes grandeur nature sur une peau pâle racontaient l'histoire d'une violente agression. Des griffures bordaient son cou et des traces parallèles. D'autres ecchymoses perçaient sous la blouse d'hôpital. Une constellation de violence se dessinait sur son petit corps. Papa. La voix d'Ellie était faible, plus jeune que ses oreilles, chargée de larmes et d'analgésiques qui rendaient ses paroles légèrement pâteuses. Oh bon Dieu. Grayson s'approcha de lui en 2 enjambées, les mains flottant comme des colibris, craignant de toucher et de faire plus mal. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça? Dis-moi tout. L'œil valide d'Ellie se tourna vers la porte où Alina rôdait, sa silhouette rétro-éclairée par l'éclairage cru du couloir, tel un ange vengeur. Il se pencha en avant, murmura si bas que Grayson dut tendre l'oreille pour entendre par-dessus les bips des moniteurs et les bruits lointains de l'hôpital. C'était Rick, le petit ami de maman. Il m'a poussé dans l'escalier de chez lui quand je lui ai dit d'arrêter de me crier dessus. Le monde a basculé. La vision de Grayson se rétrécit, le sang bourdonnant à ses oreilles comme un train de marchandises transportant 20 ans de rage contenue. Rick Danner, l'entrepreneur d'entrepôt qu'Alina prétendait n'être qu'un simple collègue de travail. L'homme qui venait chez eux depuis des mois, réparait des choses, restait dîner, se sentait comme chez lui. Le même Rick qui faisait des commentaires déplacés sur la discipline et le respect des Kelly affichait une attitude adolescente normale. L'homme qui dormait dans le lit de Grayson pendant ses gardes de nuit. Il lui dit, si je le disais à quelqu'un, il ferait en sorte que je ne te revoie plus jamais, continua Ellie, les larmes ruisselant sur son visage meurtri. Il a dit que maman le choisirait plutôt que moi, plutôt que toi. Il a dit que je n'étais qu'une erreur de toute façon, et que les erreurs pouvaient être réparées. Grayson serra les poings, ses tendons saillants comme des câbles d'acier sous tension. 20 ans de conformité en entreprise, de respect des procédures, de calme sous pression, de solutions diplomatiques aux conflits du travail, tout cela s'évapora comme la vapeur d'eau bouillante. Il se leva et se tourna vers la porte où sa femme l'attendait. Alina lui barra à nouveau le passage, mais son expression avait changé. L'autorité de l'entreprise avait disparu. Elle paraissait désormais sincèrement effrayée. Ses pupilles se dilatèrent d'une peur qui n'avait rien à voir avec l'état de leur fils. Où vas-tu trouver Rick? Tu ne peux pas te contenter de réfléchir rationnellement. Si tu fais une bêtise, tu perdras tout. Ton travail, ta réputation, toute chance d'obtenir la garde. Garde. Le mot sortit comme une malédiction, chargé de 15 ans de ressentiment accumulé. Notre fils est allongé là, à donner des coups de pied près de ton petit ami, et tu penses déjà à la garde.
Je pense à notre famille, à limiter les dégâts, à contenir la situation. Quelle famille? Tu l'as choisie plutôt que nous il y a des mois, quand tu as commencé à te faufiler. Il la dépassa dans le couloir, sortant son téléphone. Ses doigts étaient maintenant fermes, déterminés, guidés par une formation au respect des règles qui exigeaient des documents et des procédures appropriées. 911 Police de Denver. Je dois signaler un incident mettant en danger un enfant à l'hôpital presbytérien Saint-Joseph, chambre 7. Mon fils de 13 ans a été physiquement agressé par le petit ami de ma femme, Rick Danner. Le visage d'Alena est devenu blanc comme neige. Elle a attrapé son téléphone avec des griffes désespérées. Grayson, raccroche. On peut gérer ça en privé. Pense à l'entreprise. Pense à ce que cela signifie pour nos deux carrières. L'adresse du conseil d'administration est le 1375 East 19 TH Avenue. Il a continué dans le téléphone, s'écartant de ses mains qui lui tendaient la main. Oui, j'attends les policiers. L'agresseur est Richard Danner, un homme blanc d'environ 36 ans. Il a les clés de notre maison familiale et a un accès permanent et sans surveillance à la victime. Mais tu ne comprends pas ce que tu fais, a sifflé Alina en s'approchant suffisamment près pour que les autres personnes dans le couloir ne puissent pas l'entendre. Cela va détruire tout ce que nous avons construit. Tout. Rick niera tout et cela deviendra une situation de « il a dit, elle a dit ». Bien. Rick niera tout. C'est sa parole contre celle d'Ellie. Et Ellie n'est qu'un enfant désemparé qui a subi un traumatisme. Aucun jury ne. Planifiez-vous déjà sa stratégie de défense? La question le frappa comme un coup de poing. Alina recula, réalisant ce qu'elle avait révélé de ses priorités, protéger Rick plutôt que de demander justice pour Ellie. La première voiture de patrouille arriva dans les 8 minutes, suivie immédiatement d'une seconde. L'agent Martinez, trapu et méthodique, le regard bienveillant derrière des lunettes à monture métallique, recueillit la déposition d'Ellie, tandis qu'une policière nommée Thompson photographiait ses blessures avec une précision clinique. Chaque flash semblait éclairer un autre bleu, une autre marque de violence, constituant un témoignage visuel irréfutable. Grayson regarda la façade soigneusement construite de sa femme s'effondrer comme une démolition contrôlée tandis qu'elle tentait d'expliquer pourquoi elle n'avait pas appelé la police elle-même, pourquoi elle était allée à l'appartement de Rick plutôt qu'à la maison. Pourquoi elle avait empêché le personnel médical de contacter le père d'Ellie. C'était un accident, insista Alina, sa voix s'élevant à chaque répétition comme un mantra qu'elle espérait voir se réaliser à force de répétition. Rick aidait Ellie avec son vélo dans le garage. Les garçons tombent tout le temps. Vous savez à quel point les adolescents peuvent être maladroits en grandissant. L'agent Martinez leva les yeux de son bloc-notes, l'air sceptique. Madame, ces blessures correspondent à un contact violent, pas à un accident de vélo. Les contusions suggèrent un traumatisme manuel. Quelqu'un agrippe et pousse avec une force considérable. Les égratignures semblent provenir d'une défense. Je veux que Rick Danner soit interrogé immédiatement, dit Grayson d'une voix ferme malgré la rage qui le brûlait. Il a les clés de notre maison. Il a un accès illimité à mon fils et, d'après ce que je vois, il a des antécédents de violence dont ma femme aurait été au courant. Nous allons localiser Monsieur Danner pour l'interroger, lui assura Martinez en prenant des notes détaillées. Les services de protection de l'enfance devront également être informés d'une possible mise en danger. L'acronyme frappa Alina comme un coup de poing au plexus solaire. Les services de protection de l'enfance. Son image d'entreprise parfaite. Son ascension chez Sentinelle. Sa présence sur les réseaux sociaux soigneusement organisés, montrant la mère cadre accomplie. Tout cela est désormais sous la surveillance du gouvernement. Ce n'est pas nécessaire, dit-elle rapidement, le désespoir s'insinuant dans sa voix professionnelle. C'était un incident isolé, un accident. Nous pouvons gérer cela en privé grâce à une thérapie familiale. Madame, chaque fois qu'un enfant présente des blessures de cette nature, l'intervention des services de protection de l'enfance est obligatoire, expliqua l'agent Thompson avec une patience bureaucratique, surtout lorsqu'il y a des inquiétudes quant à l'accès continu de personnes non parentales. Tandis que les agents terminaient leur rapport, Grayson s'assit à côté d'Ellie, lui tenant la main indemne. Son fils paraissait si petit sur les draps blancs de l'hôpital, vulnérable à tel point que Grayson se sentit la poitrine serrée par une fureur protectrice. « J'aurais dû te le dire plus tôt, murmura Ellie, la voix légèrement pâteuse à cause des analgésiques. À propos de Rick, de ce qu'il m'a dit, des autres fois. D'autres fois? Les mots jaillirent comme des éclats de glace.
Il m'a déjà attrapé. Il m'a bousculé quand maman ne regardait pas. Il a dit que je devais apprendre à respecter le nouveau maître de la maison. Ce n'est pas ta faute. Rien de tout ça n'est ta faute. Il a dit que tu ne me croirais pas. Cette mère veillerait à ce que tu ne me crois jamais, car elle a plus besoin de lui que de nous. Mais en regardant sa femme blottie dans un coin avec son téléphone, déjà en train de téléphoner à son avocat pour limiter les dégâts, Grayson savait que la vraie guerre ne faisait que commencer. Alina choisissait déjà son camp, et ce n'était pas le leur. La visite aux urgences avait lieu mercredi soir. Vendredi matin, la carte magnétique de Grayson ne fonctionnait plus chez Sentinel Cyber Security. Il se tenait dans le hall à 7h45, son café refroidissant à la main, regardant les autres employés passer les portillons tandis que sa carte émettait refus après refus comme un réveil cassé. 3 tentatives, 4, 5. L'agent de sécurité s'approcha en s'excusant. Frank, un ancien marine qui avait toujours salué Grayson d'un hochement de tête amical. « Monsieur, y a-t-il un problème avec votre accès ? Ma carte ne fonctionne pas. Nom et service. Grayson Collard conformité 14e étage. » Frank vérifia sa tablette, fronça les sourcils, puis vérifia à nouveau, comme s'il espérait que l'écran changerait. Votre accès est suspendu depuis hier soir à 18h47. Vous devez parler au RH. L'homme des RH, sa femme depuis 15 ans, assise dans son bureau d'angle au 15e étage, tirait les ficelles comme un marionnettiste dirigeant une symphonie de vengeance d'entreprise. Grayson empocha son badge inutile et se dirigea vers les ascenseurs, remarquant la fascination soudaine de ses collègues pour leur téléphone lorsqu'ils s'approchaient. Les nouvelles circulaient vite en entreprise, surtout lorsqu'il s'agissait de dirigeants et de rapports de police. Le trajet en ascenseur lui donnait l'impression d'être en route vers sa propre exécution, étage par étage, passant devant les services où il avait travaillé pendant 8 ans, devant ses collègues qui avaient fait confiance à son expertise en matière de conformité. Il était désormais persona non grata, radioactif de scandale. Le 14e étage bourdonnait de l'énergie matinale habituelle, mais les conversations s'éteignaient sur son passage comme les ondulations d'une pierre jetée dans l'eau calme. Des personnes qu'il connaissait depuis des années développèrent soudain un intérêt urgent pour leurs écrans d'ordinateur. L'assistante d'Alina, Jennifer, semblait mal à l'aise lorsque Grayson s'approcha de son bureau, devant les bureaux vitrés de la direction. Elle était jeune, peut-être 25 ans, avec l'efficacité enthousiaste de quelqu'un qui gravit encore les échelons de l'entreprise et qui a peur de tomber. Elle est en réunion, dit Jennifer sans lever les yeux de son écran d'ordinateur, les doigts tapant furieusement dans le vide. Non, ce n'est pas le cas. Il pouvait voir à travers les parois vitrées. Alina était assise seule, tapant furieusement, probablement en train de coordonner la gestion des dégâts avec le conseiller juridique et les spécialistes de la gestion de crise. Il passa devant le bureau de Jennifer et ouvrit la porte sans frapper. Une violation du protocole de l'entreprise qui aurait été impensable il y a une semaine. Alina leva les yeux, son expression passant de la surprise à la froideur du calcul en quelques microsecondes, comme un ordinateur se mettant en mode défense. Vous ne pouvez pas être ici. Ma carte magnétique a été désactivée. Suspendue temporairement, en attendant l'enquête. Elle ferma délibérément son ordinateur portable, le clic résonnant dans le bureau stérile comme un marteau frappant du bois. Enquête sur quoi? Elle s'adossa à sa chaise ergonomique, adoptant la posture de cadre qui avait intimidé d'innombrables employés au fil des ans. Le dos droit, les mains jointes, le menton légèrement relevé, violation du protocole de conformité, atteinte à la confidentialité, utilisation des ressources de l'entreprise à des fins personnelles, vol potentiel d'informations confidentielles. Grayson la fixa du regard, reconnaissant le jargon de l'entreprise, mais ne croyant guère à son audace. Vous détruisez ma carrière parce que j'ai dénoncé votre petit ami pour avoir blessé notre fils. Je protège cette entreprise de toute responsabilité. Sa voix était désormais purement exécutive. Plus aucune trace de la femme qui avait ri à ses blagues, qui avait pleuré au premier pas d'Ellie, qui avait promis d'aimer et de protéger leur famille. Rick Danner n'a jamais été un employé. Toute allégation contre lui nuit à nos procédures de vérification des antécédents et expose Sentinel à des poursuites judiciaires. Il a accès à nos bureaux. Vous le lui avez donné. Prouvez-le. L'interphone vibra, la voix de Jennifer, soigneusement neutre et professionnelle. Madame Collard, la sécurité est là. 2 gardes apparurent dans l'embrasure de la porte, tels des agents de la sécurité synchronisés. Grayson les reconnut tous les deux. Mike Santos et Torres,
des types avec qui il avait discuté football et météo dans le hall pendant des années. Maintenant, il le regardait comme une menace pour la sécurité de l'entreprise. Leur familiarité amicale avait fait place à une distance professionnelle. « Faites sortir Monsieur Card », dit Alina d'une voix qui résonnait dans le bureau avec une autorité exécutive. Et il doit remettre immédiatement son ordinateur portable et tous les biens de l'entreprise. Fouiller ses effets personnels à la recherche de documents sensibles. Le trajet jusqu'à son box lui parut interminable, comme si un criminel d'entreprise passait devant des témoins silencieux. Ses collègues le fixaient du regard tandis qu'il rangeait ses effets personnels dans un carton qui sentait le tonneur de photocopieuse. 20 ans de travail dans le domaine de la conformité, de relations clients, une connaissance du secteur effacée par la signature de sa femme sur les papiers de licenciement. Mike attendait patiemment que Grayson rassemble des photos de famille. Sa tasse de café avec du hashish qu'Ellie lui avait offert 3 Noëls auparavant. Un petit cactus qui avait survécu malgré son manque total de compétences en jardinage. L'ordinateur portable était resté verrouillé et faisait probablement l'objet d'une analyse médico-légale pour déceler tout signe de mauvaise conduite. Désolé pour cet homme, murmura Mike alors qu'il se dirigeait vers l'ascenseur, sa voix suffisamment basse pour que Torres ne puisse pas l'entendre. On dit que vous essayez de protéger votre enfant, que vous faisiez simplement votre travail. Pour ce que ça vaut, la plupart des gens pensent que c'est n'importe quoi. Virer quelqu'un pour avoir dénoncé un enfant qui frappe à la porte. Ce n'est pas bien. Mais Grayson était déjà en pleine forme. La formation à la conformité se mettait en place comme une mémoire musculaire. Les agents de conformité comprenaient la documentation, les traces écrites, les chaînes de preuves. Alina pensait avoir toutes les cartes en main, mais elle venait de commettre sa première erreur. Les représailles contre les lanceurs d'alerte étaient une activité protégée par le gouvernement fédéral, et elle avait créé une chronologie parfaite reliant son licenciement à son rapport de police. Cet après-midi-là, il a appelé Lydia Knox. Lydia était une ancienne enquêtrice fédérale en cybersécurité qui avait rejoint le secteur privé après avoir révélé la corruption dans son propre service. La quarantaine, affûtée comme un rasoir, avec des connexions dans les forces de l'ordre, et la réputation de démanteler les criminels d'entreprise qui se croyaient intouchables. Ils avaient travaillé ensemble sur une affaire de fraude financière 2 ans plus tôt, lorsque Sentinel enquêtait sur un détournement de fonds potentiel. Grayson. Sa voix était surprise, mais satisfaite. Je pensais que tu étais encore à Sentinel. Plus maintenant. J'ai besoin de votre aide. Consultation professionnelle. Ils se sont rencontrés dans un café de l'eau, loin du siège de Sentinel en centre-ville et de la culture de surveillance qui avait contaminé leur mariage. Lydia écoutait sans interruption Grayson expliquer la situation, son expression s'assombrissant à chaque détail. « Votre femme joue un jeu dangereux », dit-elle finalement en mélangeant du sucre dans du café noir avec une précision mécanique. Représailles au travail, dissimulation de mise en danger d'enfants. Ce Rick, vous avez son nom complet, son numéro de sécurité sociale, tous les documents. Rick Danner prétend être un prestataire de services logistiques d'entrepôt. Alina a traité ses papiers elle-même. Lydia a pris des notes sur son téléphone avec un manque de pratique. Je vais effectuer une vérification approfondie des antécédents dans les bases de données fédérales. S'il a des antécédents, notamment en matière de violence, cela renforce considérablement votre dossier. Et la situation professionnelle ? Documentez tout. Chronologie, email, témoin des conversations. Votre femme vient de créer une trace écrite reliant votre suspension à l'incident de votre fils. C'est du genre de représailles classique que les procureurs fédéraux adorent. Elle est intelligente, cependant. Elle aura couvert ses traces. Lydia afficha un sourire sombre, l'expression d'une chasseuse ayant trouvé une piste. Je suis plus maligne. Donnez-moi 48 heures. Le week-end s'éternisa comme une peine de prison mesurée en battements de cœur. Ellie resta avec Grayson chez son frère, tandis qu'Alina s'occupait de ce qu'elle appelait la gestion de crise. Les services de protection de l'enfance avaient prévu des interrogatoires pour lundi. La police recherchait toujours Rick, qui avait apparemment disparu après l'incident à l'hôpital comme la fumée et le vent. Dimanche soir, Lydia appela avec des résultats qui changeaient tout. Rick Danner n'existe pas, dit-elle sans préambule, sa voix portant la satisfaction d'une chasseuse ayant trouvé sa proie. Que voulez-vous dire ? Le numéro de sécurité sociale que votre femme a utilisé pour ses papiers d'entrepreneur appartient à un homme de 70 ans décédé en Floride il y a 3 ans. Le vrai nom de Rick est Richard Denny.
3 condamnations pour agression, 2 accusations de violence conjugale, et 18 mois de détention à la prison de Pueblo pour menaces aggravées. Grayson serra le téléphone jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Alina a embauché un criminel violent avec de faux papiers. Ça s'améliore. Il a utilisé plusieurs identités pour des contrats contractuels dans le Colorado et le Wyoming. Votre femme n'a fait aucune vérification des antécédents, ou elle le savait et s'en fichait. Elle le savait probablement. Je vous envoie son véritable casier judiciaire. J'ai aussi trouvé autre chose. Les relevés bancaires montrent des paiements en espèces depuis un compte d'entreprise Sentinelle à différentes adresses où Richard Denny a vécu au cours des 18 derniers mois. Votre femme le payait au noir. Les pièces du puzzle se sont assemblées comme une serrure qui s'ouvre sous la bonne clé. Alina n'avait pas seulement couché avec Rick. Elle avait blanchi de l'argent grâce à de faux paiements contractuels, une fraude d'entreprise pour financer sa relation personnelle avec un criminel violent. J'ai besoin que vous rédigiez un rapport complet. Grayson a dit, tout, la fausse identité, les paiements, le casier judiciaire, la chronologie a déjà commencé. Mais Grayson, ça devient nucléaire. Êtes-vous sûr de vouloir tout brûler? Par la fenêtre, il pouvait voir Ellie jouer à des jeux vidéo sur le canapé, encore en train de se remettre de bleu qui étaient maintenant des preuves documentées. Son fils de 13 ans, qui avait été réduit au silence par un criminel professionnel que sa mère avait fait venir chez eux, menacé. Là elle a fait son choix, a déclaré Grayson. Maintenant, elle en subit les conséquences. 3 jours plus tard, des preuves plus accablantes ont émergé. Lydia avait retracé les déplacements de Rick grâce à des relevés de cartes de crédit, des données de téléphone portable et des images de surveillance. L'image qui en est ressortie était celle d'un homme travaillant depuis les bureaux de Sentinelle, utilisant les ressources de l'entreprise pour coordonner des activités criminelles. Votre femme ne fermait pas les yeux. Elle orchestrait toute l'affaire, a expliqué Lydia lors de leur entretien de suivi. Elle apportait un soutien matériel à une entreprise criminelle en activité. Mardi matin, j'ai reçu un appel inattendu de Jess Riley, avocate spécialisée en droit de la famille. Lydia l'avait recommandée, ancienne procureure réputée pour ses litiges. Agressif en matière de garde d'enfants et ses affaires de dénonciation d'entreprise. Sa voix exprimait l'autorité d'une personne habituée à gagner. Monsieur Cart, j'ai examiné les documents préliminaires fournis par votre enquêteur. Nous devons nous rencontrer immédiatement. Le bureau de Jess occupait le 20e étage d'un immeuble du centre-ville. Des murs de verre offrant une vue panoramique sur les Rocheuses. Là elle était plus jeune que prévu, la trentaine, avec des cheveux noirs aux mèches argentées et une intensité carnassière qui rappelait à Grayson un chat en chasse évaluant une proie. Votre femme a commis plusieurs erreurs critiques, commença-t-elle en étalant des documents sur sa table de conférence comme des plans de bataille. Les représailles au travail contre les activités protégées d'un lanceur d'alerte sont passibles de poursuites fédérales. Elle vous a licencié pour avoir signalé une mise en danger d'enfant. C'est une action en justice pour licenciement abusif qui vaut des millions. Je me soucie davantage de protéger mon fils. Nous ferons les deux. Mais je veux que vous compreniez que cela devient une guerre totale. Votre femme a des ressources dans l'entreprise, des relations juridiques, une influence politique grâce aux contrats gouvernementaux de l'entreprise. Nous avons besoin de preuves accablantes. Grayson a étudié le projet de requête pour garde d'enfants, notant le langage agressif et les exigences exhaustives. Quel genre de preuves? La preuve qu'elle a sciemment exposé votre fils au danger. Des documents sur sa relation avec ce personnage de Richard Denison. La preuve qu'elle a privilégié ses intérêts personnels aux devoirs parentaux. Des enregistrements audio, vidéo, des conversations enregistrées. Comment obtenir cela? Jessa sourit froidement, révélant des dents de carnassier parfaites. Très prudemment. Le plan de surveillance se déploya les jours suivants comme une opération militaire. Grayson réintégra la maison familiale. Alina logeait chez Rick depuis l'incident à l'hôpital. La maison ressemblait à un mausolée. 15 ans de mariage réduit à un partage des biens et à un silence hostile, mais elle offrait aussi un accès à des renseignements. Le bureau d'Alena contenait des dossiers financiers, des ordinateurs personnels, de la correspondance avec le conseil d'administration de Sentinelle. Pendant qu'elle travaillait, Grayson photographiait tout méthodiquement, suivant les procédures de la chaîne de preuves apprises lors de sa formation à la conformité. Relevés bancaires montrant de mystérieux retraits d'espèces totalisant des milliers de dollars, échanges de courriels évoquant des irrégularités chez des entrepreneurs, SMS avec une personne répertoriée comme air dans ses contacts.
Le jackpot provenait de l'historique de navigation de son ordinateur portable. Alina n'était pas douée en informatique malgré son travail dans une entreprise de cybersécurité. Elle réutilisait les mots de passe, enregistrait les identifiants de connexion, laissait des traces numériques partout, comme une traînée de stupidité d'entreprise. L'expérience de Grayson en matière de conformité comprenait une formation en informatique judiciaire, des compétences qu'Alina avait apparemment oubliées pendant leur mariage. Son compte Gmail révélait toute l'étendue de la dissimulation. Courriel après courriel, il coordonnait la gestion des dégâts avec une précision chirurgicale. Messages adressés au conseiller juridique de Sentinelle pour limiter les révélations. Correspondance avec un détective privé engagé pour enquêter sur les antécédents de Grayson. Le plus accablant était un fil de discussion avec la véritable adresse courriel de Rick, qui abordait la nécessité de maintenir la cohérence de nos versions et de veiller à ce que l'enfant ne parle à personne d'autre. Grayson avait tout sauvegardé sur des disques durs cryptés, suivant les procédures de chaîne de preuves apprises lors de sa formation à la conformité fédérale. Mais les documents ne suffiraient pas, GSA voulait des preuves audio, vidéo et en temps réel des priorités et du processus décisionnel d'Alina. Elle devait révéler sa véritable nature avec ses propres mots, expliqua l'avocat lors de leur séance de stratégie. L'affaire parlait de l'incident, de Rick, de ses plans. La laisser se pendre avec sa propre corde. L'occasion s'est présentée lorsqu'Alina a suggéré la médiation, un piège déguisé en rameau d'olivier. Et il faut qu'on discute de ça de manière rationnelle, dit-elle lors d'une de leurs rares conversations téléphoniques, sa voix empreinte d'une fausse raison. Se battre au tribunal ne sert à rien. Ellie a besoin de stabilité, pas d'un traumatisme supplémentaire dû à une procédure judiciaire. Ils convinrent de se rencontrer dans un lieu neutre, la salle de conférence d'un service de médiation du centre-ville. Cadre professionnel, séance enregistrée, soi-disant confidentielle. Alina se sentirait en sécurité en étant honnête sur ses véritables priorités. Elle arriva avec Rick. Grayson ne l'avait pas revu depuis l'incident de l'hôpital. Richard Denison était plus grand que prévu, 1,88 m, très musclé, avec un regard éteint et des cicatrices au visage suggérant une violence intense. Il portait un costume coûteux qui ne cachait pas vraiment les tatouages de prison qui serpentaient sur ses mains et son cou, comme des lières d'incarcération. « Tu voulais parler ?» dit Rick en s'installant sur une chaise en face de Grayson avec une désinvolture carnassière. « Parlons. » La médiatrice, une femme âgée nommée Patricia Hoffman, expliqua la procédure avec une rigueur bureaucratique. Tout serait enregistré pour plus d'exactitude et de protection juridique. Toutes les parties avaient convenu de négocier de bonne foi pour trouver une solution. Ce qu'elle ignorait, c'est que la mallette de Grayson contenait du matériel d'enregistrement supplémentaire. Une caméra haute définition, une prise de son professionnel, le tout synchronisé en temps réel sur le cloud. Je pense qu'on peut régler ça sans passer par les tribunaux, commença Alina, l'air soigné et professionnel, vêtue de vêtements de créateur qui coûtaient probablement plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Laylee a vécu un traumatisme. Il a besoin que ses deux parents travaillent ensemble, pas qu'ils se battent. Il a besoin d'être en sécurité, répondit calmement Grayson. Rick se pencha en avant, les coudes sur la table comme un chasseur qui établit sa domination. Les enfants, c'est bien, les garçons, ça fait partie de la vie. Il était terrifié. Il dramatisait. Il sait manipuler le système. Attirer l'attention. La voix de Rick, d'un ton désinvolte et méprisant, fit serrer les poings de Grayson sous la table. Un garçon intelligent, en fait. Plus intelligent que son père qui ne voit pas ce qui se passe sous ses yeux. L'insulte était calculée, destinée à provoquer une réaction. Grayson resta calme, laissant l'enregistrement capturer tout. Tu as poussé un gamin de 13 ans en bas. Accident. Le gamin était insolent. Il m'a attaqué comme s'il était le maître des lieux. Je l'ai écarté. Il a perdu l'équilibre. Physique. Ce n'est pas ce qu'il a dit à la police. L'expression de Rick s'est durcie, révélant des traces de violence carcérale sous son costume coûteux. Des enfants confus, traumatisés, comme l'avait dit Alina. Il pourrait se souvenir des choses différemment après avoir eu le temps de réfléchir aux conséquences. La menace était implicite, mais claire comme de l'eau de roche. Grayson garda une expression neutre tout en cataloguant intérieurement chaque mot pour l'enregistrement. « Qu'est-ce que tu suggères exactement » demanda-t-il. « Les garçons ont besoin de discipline, de structure. Peut-être que son père a été trop doux, le laissant courir comme un enfant gâté.
Alina s'agita, mal à l'aise sur sa chaise. Rick, on a parlé de rester concentré sur ça. On a parlé de moi comme membre de cette famille. Rick l'interrompit, la voix s'élevant avec une colère soudaine qui emplit la pièce comme un gaz toxique. Moi qui ai mon mot à dire sur l'éducation de cet enfant. Tu avais promis que les choses changeraient après le divorce. Le médiateur parut alarmé, constatant le changement soudain de dynamique. Messieurs, restons concentrés sur... Tais-toi, madame. Rick se tenait debout, dominant la table, tel un nuage d'orage sur le point d'éclater. C'est une affaire de famille, et tu n'y connais rien en famille. Il se tourna vers Grayson, penché en avant, les mains posées sur la table. Ton fils doit apprendre le respect de sa mère, de ses choix, de moi en tant que nouveau maître de la maison. Et s'il ne le fait pas, Rick sourit, et c'était vraiment effrayant. L'expression de quelqu'un qui a résolu des problèmes par la violence pendant des années. Puis il apprend à ses dépens, comme la semaine dernière lorsqu'il a craqué. L'aveu flottait dans l'air comme un gaz toxique. Même Alina parut choquée par son aveu désinvolte de violence délibérée. Rick, murmura-t-elle. Tu as dit que c'était un accident. Un accident qu'il n'a pas appris la première fois. Ce ne sera pas un accident s'il y a une deuxième fois. Les enfants ont besoin que leurs actes soient punis. Grayson se leva lentement, chaque mouvement étant délibéré. Cette médiation est terminée. Asseyez-vous, ordonna Rick en contournant la table pour bloquer la sortie. On n'a pas fini de parler d'arrangement. Si. Rick s'avança pour bloquer l'accès de Grayson à la porte, profitant de sa taille comme il l'avait probablement fait en prison. Le médiateur avait déjà appuyé sur un bouton panique. Grayson pouvait voir les caméras de sécurité les suivre. Vous sortez et votre fils en subit les conséquences, dit Rick doucement. Assez près pour que Grayson sente l'odeur du savon de la prison et contienne à peine la violence. Alina me choisit. L'enfant vit avec nous. Les accidents arrivent tout le temps avec les enfants maladroits qui ne respectent pas les règles. Grayson regarda sa femme. 15 ans de mariage et elle resta figée, laissant un autre homme menacer leur fils pendant qu'elle calculait les dégâts de l'entreprise. Dernière chance, Alina choisit. Son regard alterna entre eux. Les calculs de l'entreprise se méfiaient de ce qui restait d'instinct maternel enfoui sous des années d'ambition de dirigeant. On devrait en discuter en privé, dit-elle finalement, privilégiant l'instinct de survie plutôt que la protection. C'était son choix. Préserver le statu quo plutôt que protéger Ellie. Grayson contourna Rick, trop surpris par cette absence de confrontation pour réagir immédiatement. Arrivé à la porte, il se retourna. Tu as raison sur un point, ce qui est arrivé à mon fils aura des conséquences. Tu me menaces? Rick rit, un rire sincèrement amusé. Je ne menace pas. Je remplis les documents juridiques. Ce soir-là, Jessa travailla jusqu'à minuit pour préparer la requête de garde d'urgence, l'ordonnance de protection temporaire contre Rick, les accusations formelles de mise en danger d'enfants, la plainte pour licenciement abusif contre Sentinel Cyber Security réclamant plus de 5 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais il fallait d'abord finir de rassembler les preuves. Le rapport final de Lydia fit l'effet d'une bombe atomique dans les salles de conseil d'administration. Richard Denison était en liberté conditionnelle lorsqu'Alena l'avait embauché. Son agent de probation n'avait jamais été informé de son emploi ni de sa situation amoureuse, des violations qui pouvaient le renvoyer en prison immédiatement. Les faux paiements des entrepreneurs totalisaient plus de 40 000 dollars de dépenses frauduleuses de l'entreprise. Le plus accablant, ce sont les relevés téléphoniques montrant que Rick était en contact avec des associés connus de son passé criminel, utilisant les locaux de Sentinel pour des réunions. Votre femme a aidé un criminel de carrière à se forger une nouvelle identité et à utiliser les ressources de l'entreprise pour financer son opération, expliqua Lydia lors de leur dernier briefing, étalant des photos de surveillance sur la table. Quel genre d'opération? Je continue de creuser, mais les premiers indices suggèrent une usurpation d'identité, une fraude à la carte bancaire, et peut-être une distribution de pilules. Rick est très occupé depuis sa sortie de prison, utilisant la position de votre femme comme couverture. Grayson a étudié les photos de surveillance de Rick avec divers hommes dans le parking de Sentinel, des poignées de main et des échanges de mallettes qui ressemblent à des transactions de pilules ou de biens volés. Vous dites qu'Alina était au courant? Je dis qu'une vice-présidente des ressources humaines n'embauche pas par accident quelqu'un avec de faux diplômes pour ensuite lui verser 40 000 dollars en espèces non déclarées sans poser de questions. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Le schéma était clair.
Alina n'avait pas seulement une liaison. Elle avait été complice des activités criminelles de Rick, utilisant sa position au sein de l'entreprise pour se couvrir et se procurer des ressources. Lorsqu'Ellie devint un handicap, témoin des violences de Rick, elle choisit de protéger son petit ami criminel plutôt que son fils. L'heure des conséquences. La première salve fut lancée à 8h47 le jeudi matin, telle une frappe de missile légale. Jessa déposa une requête d'urgence en garde à vue auprès du tribunal des affaires familiales de Denver, demandant des visites surveillées immédiates pour Alina et une ordonnance de protection permanente contre Richard Denison. Le document, d'une précision juridique de 47 pages, documentait chaque aspect de la mauvaise conduite d'Alina avec une précision chirurgicale. À 9h15, les huissiers de justice attendaient devant le siège de Sentinel Cyber Security, tel des chasseurs patients traquant une proie au sein de l'entreprise. À 9h22, ils remirent les documents juridiques à Alina sous les yeux de ses collègues dans le hall au sol de marbre, détruisant son image professionnelle soigneusement entretenue par une humiliation publique. Grayson, de l'autre côté de la rue, observait sa femme lire les documents, son visage oscillant entre le choc, la rage et un calcul désespéré. Comme un ordinateur qui plante et redémarre, en quelques minutes, elle était au téléphone, arpentant les lieux comme un animal en cage, chaussé de talons de marque. À 10h30, le conseil d'administration de Sentinel avait reçu un rapport anonyme détaillant tous les aspects des fautes professionnelles d'Alena, irrégularités financières, violation des règles d'embauche, association criminelle, le tout documenté par des relevés bancaires, des courriels et des photos, dressant le portrait d'une corruption systématique. À 11h45, Alina fut escortée hors du bâtiment par des agents de sécurité. Ses effets personnels étaient dans un carton, comme tout employé licencié, mais elle n'avait pas fini de se battre. Cet après-midi-là, Grayson reçut une lettre de licenciement officielle délivrée par courrier. Pas de suspension dans l'attente d'une enquête, mais un licenciement définitif avec effet immédiat. Motif, faute grave, violation d'accords de confidentialité, vol d'informations confidentielles, insubordination. Alina avait convaincu le conseil d'administration que Grayson était le problème. Son poste de vice-présidente des RH, ses années de politique d'entreprise, ses relations privilégiées, tout cela utilisé pour le présenter comme un employé mécontent cherchant à se venger par de fausses allégations. Elle est douée, admit Jessa lors de leur rencontre ce soir-là dans son bureau. Montez le conseil d'administration contre vous avant qu'il n'enquête pleinement sur sa conduite. Un classique de la manipulation et de la limitation des dégâts de la part des entreprises. Peu importe. Nous avons des documents. Des documents d'entreprise pour une audience de garde. C'est secondaire par rapport à la preuve de l'aptitude parentale. Que voulez-vous dire? Jessa étalait des papiers sur son bureau avec l'efficacité d'un chirurgien de guerre se préparant à une amputation. Elle dépose des demandes reconventionnelles, alléguant que vous êtes un parent instable et sans emploi, incapable de subvenir aux besoins d'Ellie. Elle utilise votre perte d'emploi comme preuve d'inaptitude et d'instabilité émotionnelle. La partie d'échec juridique dégénérait, passant de la simple garde à la guerre totale. Alina avait accepté le divorce, l'avait même encouragé, mais elle voulait la garde principale. Un fils de 13 ans était un atout précieux pour préserver son image publique, surtout avec la surveillance croissante des entreprises. Il faut accélérer les choses, décida Jessa. Présenter cette affaire devant un juge avant qu'elle ne puisse établir un récit. Combien de temps? 2 semaines si nous déclenchons la procédure d'urgence. Eric est toujours porté disparu. Mais j'ai une théorie à ce sujet. Les derniers renseignements de Lydia étaient inquiétants. Richard Denny avait été repéré à l'aéroport international de Denver à 2 reprises la semaine dernière, chaque fois sous des identités différentes. Des images de vidéosurveillance le montraient en train de rencontrer des inconnus dans les zones de retrait des bagages. Il ne court pas, a-t-elle expliqué lors de leur conférence téléphonique. Il gère ses affaires, transporte des produits, coordonne les opérations. L'amant de votre femme est un criminel à temps plein qui utilise Sentinel comme base d'opération. Pouvons-nous le prouver? Il y travaille, mais il a été prudent. Identité multiple, communication cryptée, transactions en espèces évitant les traces écrites. La découverte est venue d'une source inattendue. Jennifer, l'ancienne assistante d'Alena, a contacté Grayson directement. Elle avait été licenciée immédiatement après la suspension d'Alena. Dommages collatéraux dans le nettoyage interne de l'entreprise visant à éliminer les témoins. Je sais ce qu'elle faisait, a déclaré Jennifer lors de leur réunion clandestine dans un Starbucks d'Aurora, en jetant un coup d'œil nerveux autour d'elle. Les paiements à Rick,
les faux dossiers d'entrepreneurs. J'ai traité toute la paperasse. Allez-vous témoigner? Si vous pouvez me protéger des représailles, j'ai des enregistrements. Le témoignage de Jennifer était accablant au-delà de l'imagination, instruction par courriel d'Alina pour traiter les paiements sans justificatif, directive pour contourner les vérifications d'antécédents et, plus grave encore, conversation téléphonique enregistrée où Alina reconnaissait explicitement le passé violent de Rick. Elle disait, les garçons ont besoin de figures masculines fortes, se souvenait Jennifer, la voix tremblante de peur. Même s'ils devaient apprendre le respect à la dure, elle en riait comme si c'était drôle. L'audience au tribunal des affaires familiales était prévue pour mardi matin. La juge Patricia Reeves, forte de 20 ans d'expérience en relations familiales, était connue pour son sens pratique des conflits de garde et sa tolérance zéro pour les fautes parentales. Alina est arrivée avec une équipe juridique qui coûtait plus cher que le salaire annuel de Grayson, 3 avocats, 2 assistants juridiques, des mallettes remplies de témoins de moralité et d'expertise psychologique. Elle avait engagé des experts comptables pour démontrer l'instabilité financière de Grayson, des psychologues pour enfants pour démontrer qu'Ellie avait besoin d'un accompagnement maternel, et même des détectives privés pour déterrer d'éventuels défauts personnels. Grayson avait Jessa et la vérité. À votre honneur, commença l'avocat principal d'Alena, un homme aux cheveux argentés vêtu d'un costume à $1000. Mon client est un dirigeant d'entreprise prospère, disposant de revenus stables et d'une bonne réputation sociale. Monsieur Collard est au chômage, potentiellement inemployable compte tenu des circonstances de son licenciement, et cherche à instrumentaliser leur fils contre sa mère. Le juge Reeves a étudié les documents préliminaires avec un regard expérimenté, ayant vu toutes les formes de dysfonctionnement familial. Mademoiselle Riley, voici la position de votre cliente. Votre honneur, Madame Collard a sciemment exposé son fils à un criminel violent, puis a tenté de dissimuler l'agression de ce dernier. Lorsque son mari a signalé l'incident pour protéger leur fils, elle a détruit sa carrière en représailles. Ce sont des allégations graves, étayées par une documentation abondante et des témoignages. Le premier jour de témoignage a établi la chronologie avec une précision chirurgicale, dossiers hospitaliers, rapports de police, entretiens avec les services de protection de l'enfance. Tous dressant un tableau clair des blessures d'Ellie et de sa version des faits. Ellie a témoigné derrière un écran de confidentialité, d'une voix jeune et posée, racontant les violences et les menaces de Rick. Les bleus avaient disparu, mais l'impact psychologique était évident dans chaque mot soigneusement choisi. Il a dit que si je racontais à qui que ce soit ce qui s'était réellement passé, il veillerait à ce que je ne le fasse jamais. J'ai revu mon père, dit Ellie, la voix lourde d'un traumatisme insurmontable pour son âge. Il disait que ma mère le choisirait plutôt que moi, car de toute façon, je n'étais qu'un fardeau qui coûtait trop cher. Tu l'as cru, demanda Jessa doucement. Oui. Maman ne lui a jamais dit d'arrêter d'être méchante avec moi. Elle a juste fait comme si de rien n'était, car elle ne voulait pas le perdre. L'avocat d'Alena s'y est opposé à plusieurs reprises, mais les dégâts étaient évidents. Un garçon de 13 ans avait été systématiquement manipulé et contrôlé, tandis que sa mère laissait faire pour son propre bénéfice. Le deuxième jour, des preuves financières ont dressé un tableau encore plus sombre. Lydia a témoigné en tant que témoin expert, expliquant au tribunal la fausse identité de Rick, son casier judiciaire et les paiements frauduleux sur les comptes d'entreprise de Sentinelle. Madame Collard devait savoir. Lydia a témoigné, consultant ses rapports détaillés. Il ne s'agissait pas d'oublis isolés. Il s'agissait d'un schéma de tromperie délibéré s'étalant sur 18 mois et impliquant de multiples délits. Objection. L'avocat d'Alena l'a interrompu. Spéculation maintenue. Juge. Reeves a statué. Veuillez vous en tenir aux faits documentés. Ces faits attestent de $43 000 de paiement à une personne utilisant une fausse identité. Lydia est restée vice-présidente des ressources humaines. Madame Collard a personnellement approuvé chaque transaction, contournant les procédures de vérification habituelles. L'après-midi a vu la présence de témoins de moralité, de collègues ayant travaillé avec Grayson pendant des années, de voisins ayant constaté son dévouement envers Ellie, d'enseignants louant son implication dans les activités scolaires. L'équipe d'Alina a riposté avec des dirigeants d'entreprises se portant garant de son professionnalisme, des organisateurs d'associations caritatives soulignant son engagement communautaire, des amis de la famille la décrivant comme une mère dévouée. Mais ils n'ont pas pu produire Rick. Nous et Monsieur Denny, a demandé le juge Reeves lors d'une conférence parallèle. Mon client ignore où il se trouve actuellement, a répondu l'avocat d'Alena avec une pointe de divagation. Il a reçu une assignation à comparaître,
qu'il choisit apparemment d'ignorer. Jessa s'est penché en avant comme un chasseur en voyant du sang. À votre honneur, Monsieur Denison est un criminel condamné pour de multiples délits. L'identité de celui qui échappe aux forces de l'ordre depuis l'incident initial. Son absence n'est pas accidentelle. C'est un comportement criminel récurrent qui passe inaperçu. Coar a permis et financé le procès. Le troisième jour fut l'épreuve de force décisive. Alina prit la parole pour sa défense. Élégante et professionnelle, vêtue d'un tailleur bleu marine qui reflétait l'autorité de l'entreprise et l'attention maternelle. Son témoignage fut soigneusement préparé, se présentant comme une mère dévouée, trompée par la fausse identité de Rick. J'ai fait confiance aux procédures de vérification des antécédents. Elle témoigna, la voix ferme sous l'interrogatoire principal. Rick présenta les documents appropriés. Je n'avais aucune raison de soupçonner un casier judiciaire. Madame Collard. Jessa commença son contre-interrogatoire, s'approchant de la barre des témoins tel un chat en chasse traquant une proie blessée. Vous êtes vice-présidente des ressources humaines d'une entreprise de cybersécurité. Vous affirmez au tribunal que vous ne vérifiez pas personnellement l'identité des sous-traitants. Nous suivons des protocoles standards. Des protocoles standards que vous avez personnellement modifiés pour contourner les exigences de vérification. Alina hésita, réalisant que le piège se refermait sur elle. C'est sorti de son contexte. Jessa produisit des copies imprimées de courriels comme un magicien révélant des cartes. Je lis votre propre correspondance datée d'il y a 6 mois. Jennifer, traitez immédiatement le paiement de Rick. Ignorez les étapes de vérification habituelles. J'assume la responsabilité de toute irrégularité. Citation tirée directement de votre adresse email professionnelle. Oui, mais Madame Coar, quand avez-vous eu connaissance des tendances violentes de Monsieur Denison? Une nouvelle hésitation, plus longue cette fois, car sa formation juridique se méfiait de l'instinct de survie. Je ne l'ai jamais vu agir violemment envers Ellie. Ce n'était pas ma question. Quand avez-vous eu connaissance de sa capacité à la violence? Je ne comprends pas. Jessa s'approcha de la barre des témoins, la voix tranchante comme une lame chirurgicale. Madame, dans votre relation avec Monsieur Denny, a-t-il déjà fait preuve d'agressivité, menacé qui que ce soit, évoqué ses démêlés judiciaires? Objection, lança l'avocat d'Alena, désespéré. La pertinence dépend de la connaissance et de la mise en danger volontaire, répondit Jessa froidement. Je l'autorise, décida le juge Reeves. Alina, l'air prise au piège, jeta un coup d'œil à son équipe juridique pour obtenir des secours qui ne venaient pas. Rick pouvait être intense, mais jamais avec Ellie. Intense, comment? Il avait du caractère, mais beaucoup de gens ont du caractère. Vous a-t-il déjà menacé? Pas sérieusement. A-t-il déjà menacé votre mari? Il ne s'entendait pas. Madame Coar, oui ou non? Richard Denison a-t-il déjà proféré des menaces de violence physique en votre présence? La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation et du grattement des touches du sténographe judiciaire. La façade soigneusement construite d'Alena a fini par craquer comme de la glace sous la pression. Il a parlé de gérer les problèmes, mais ce n'était que des paroles. Quel genre de problème? Des gens qui se mettaient en travers de son chemin. Des gens qui ne comprenaient pas les limites. Considérait-il votre fils comme un problème? Objection. Rejeté. Des larmes ont commencé à couler sur les joues d'Alina. Du mascara coulait en filet noir, détruisant son image professionnelle. Il a dit qu'Ellie était irrespectueux, qu'il avait besoin d'une discipline plus stricte. Et vous avez acquiescé. Je voulais qu'Ellie s'adapte à la nouvelle situation. Cette nouvelle situation étant votre relation avec un criminel violent? Il n'était pas censé être violent. Cet aveu a résonné dans la salle d'audience comme un coup de feu. Alina savait que Rick était dangereux, mais s'était convaincue qu'elle pouvait contrôler la situation. Madame Collard, lorsque votre fils a été blessé, pourquoi n'avez-vous pas immédiatement appelé la police? J'avais peur. Peur de quoi? Rick a dit que si quelqu'un découvrait ce qui s'était réellement passé, il me quitterait. Je perdrais tout. Alors, vous avez préféré protéger votre relation plutôt que votre fils? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais le mal était fait. Les propres paroles d'Alina l'avaient convaincu d'avoir privilégié son petit ami criminel à la sécurité de son enfant. Le coup de grâce est venu lorsque Jennifer a témoigné sur les conversations enregistrées,
diffusant des extraits audio où Alina expliquait qu'il fallait garder Ellie sous contrôle et s'assurer qu'ils comprennent la nouvelle structure familiale. Sa voix sur les enregistrements était froide, calculatrice, totalement dénuée de toute préoccupation maternelle. Lorsque l'agent de libération conditionnelle de Rick a témoigné sur les violations qui pourraient le renvoyer en prison immédiatement après son arrestation, il est devenu évident qu'Alina hébergeait un fugitif tout en mettant son fils en danger permanent. Le juge Reeves n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour délibérer. Après avoir examiné tous les éléments de preuve et les témoignages, la juge Reeves a annoncé vendredi matin, sa voix portant le poids de l'autorité judiciaire qui avait décidé du sort de milliers de familles. Ce tribunal conclut. Des preuves claires et convaincantes ont été présentées, démontrant que Madame Cohar avait sciemment exposé l'enfant mineur à un risque substantiel de blessure. La salle d'audience était bondée de journalistes, d'observateurs d'entreprises et de membres de la famille. Les flashs des appareils photo ont éclaté malgré le règlement intérieur. Alina, assise rigide à côté de son équipe juridique, tandis que Grayson tenait la main d'Ellie dans la galerie. Le comportement de Madame Cart démontre une tendance à privilégier les relations personnelles aux responsabilités parentales. Son manquement à protéger l'enfant, combiné à des représailles actives contre le parent qui a dénoncé l'enfant, constitue une mise en danger volontaire de la plus grave nature. La juge Reeves a poursuivi, ses paroles s'abattant comme des coups de marteau sur l'enclume de la justice. Monsieur Collard se voit accorder la garde légale et physique exclusive de l'enfant mineur. Madame Collard bénéficie d'un droit de visite surveillé en attendant la fin de l'évaluation psychologique ordonnée par le tribunal et des cours de parentalité. De plus, a ajouté le juge, prononçant le coup de grâce, le tribunal recommande l'ouverture immédiate d'une enquête criminelle sur la possible complicité de Madame Cohar dans une fraude financière et l'hébergement d'un fugitif. Le visage d'Alena est devenu blanc comme neige. Ses avocats ont immédiatement commencé à chuchoter. Les appels furent entendus, mais le mal était fait. La décision de garde n'était que le début de son cauchemar judiciaire. Devant le tribunal, les journalistes se pressaient comme des loups affamés, flairant le sang. Monsieur Cole, que pensez-vous de cette décision? Je suis reconnaissant que mon fils soit sain et sauf, répondit simplement Grayson, protégeant Ellie des caméras de son corps. C'est tout ce qui compte. Qu'en est-il des pratiques commerciales de votre ex-femme? C'est au procureur d'en décider. Mais en privé, il savait que l'enquête criminelle serait dévastatrice. Les preuves de Lydia étaient déjà examinées par la division des crimes en col blanc du FBI. Les accusations de fraude en entreprise à elles seules pourraient envoyer Alena en prison fédérale pour des décennies. 3 semaines plus tard, Richard Denison était arrêté à la DIA alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol pour le Mexique sous sa 4e fausse identité. Il utilisait de faux documents, transportant une mallette remplie de cartes de crédit volées et de documents d'identité représentant des dizaines de victimes. Lors de son interrogatoire, il a fourni des détails sur ses opérations en échange d'une réduction des charges. L'ampleur était stupéfiante. Des réseaux d'usurpation d'identité s'étendaient sur plusieurs États, tous coordonnés par son intermédiaire. Sa relation avec Alina et son accès aux installations de Sentinelle. Elle savait tout, a-t-il déclaré aux enquêteurs fédéraux lors d'un entretien enregistré qui allait détruire sa vie. Les fausses cartes d'identité, le blanchiment d'argent, les arnaques à la carte de crédit, tout. Il a dit que c'était une récompense pour me garder près de lui, pour qu'elle se sente protégée et puissante. Protégée de quoi? Que son mari découvre, que son entreprise découvre, que son enfant découvre à quel point elle détestait jouer les mères et les femmes au foyer. Les enregistrements étaient accablants. Les aveux spontanés de Rick ont révélé qu'Alina était l'architecte de toute l'affaire, utilisant les ressources de l'entreprise pour financer des activités criminelles tout en terrorisant son propre fils pour le réduire au silence. Sentinel Cyber Security s'est effondré en 6 mois comme un château de cartes dans un ouragan. L'enquête fédérale a révélé une corruption systémique qui s'étendait au-delà du service d'Alena. Les cours des actions ont chuté, les clients annulant des contrats et les investisseurs fuyant. Plusieurs membres du conseil d'administration ont démissionné avant d'être inculpés. L'entreprise qui avait employé Grayson pendant 8 ans est devenue un exemple édifiant de défaillance de gouvernance d'entreprise et de mauvaise conduite des dirigeants. Ironiquement, Grayson a été réembauché comme consultant fédéral en conformité, aidant les procureurs à comprendre la structure de l'entreprise qui avait permis les crimes. Son indemnisation pour licenciement abusif lui a offert une sécurité financière supérieure à celle de nombreuses années de travail en entreprise. Alina a négocié une peine pour éviter le procès, mais même son accord s'est avéré sévère. 8 ans de prison fédérale pour fraude, blanchiment d'argent et complot,
5 années supplémentaires de probation avec surveillance, une restitution de $600 000 aux assureurs Sentinelle et aux clients escroqués. Sa maison, sa voiture, ses bijoux et ses comptes de retraite ont été confisqués. Elle a purgé 4 ans de prison avant d'être libérée anticipée pour avoir collaboré à des enquêtes en cours sur des réseaux de fraude d'entreprises couvrant plusieurs États. Rick n'a pas eu cette chance. Des violations de sa libération conditionnelle l'ont immédiatement renvoyé en prison d'État. Des accusations fédérales pour vol d'identité, fraude à la carte de crédit et racket ont entraîné une peine supplémentaire de 15 ans. L'agression d'Ellie lui a valu des peines aggravées en tant que récidiviste violent ayant pour habitude de cibler les enfants. 23 ans au total, a informé Jessa Grayson après le prononcé de la sentence finale. Il aura 70 ans lorsqu'il sera admissible. Pour une libération conditionnelle, à condition qu'il survive à la prison. Bien. La dernière confrontation au tribunal eut lieu lors de l'audience de détermination de la peine d'Alena, une fin pathétique à leurs 15 ans de mariage. Elle paraissait plus petite dans sa combinaison orange et ses chaînes, son armure d'entreprise arrachée révélant la femme brisée qui se cachait en elle. Lorsqu'elle eut l'occasion de s'adresser au tribunal, elle se tourna vers Grayson assis avec Ellie. « J'ai fait des erreurs, dit-elle d'une voix creuse, marquée par la défaite. J'étais perdue. J'ai choisi la mauvaise personne. J'ai pris les mauvaises décisions. » Le juge Harrison n'était pas compatissant. « Madame Collard, vous n'étiez pas perdue. Vous étiez prête à sacrifier la sécurité de votre fils pour protéger vos intérêts personnels et votre entreprise criminelle. » Après la condamnation, Alina les aborda dans le couloir. Son avocat avait négocié une dernière conversation avant de se présenter en détention fédérale. « Je tiens à m'excuser, dit-elle à Ellie, la voix brisée par une émotion sincère pour la première fois depuis des années. À vous deux. » Ellie, maintenant âgée de 15 ans et plus grand que sa mère, observa son visage avec des yeux matures qui avaient vu trop de violence et de trahison. « Regrettez-vous d'avoir fait ça, ou regrettez-vous de vous être fait prendre ?» La question planait entre eux comme une lame suspendue au-dessus de tout ce qu'ils avaient été en tant que famille. Le calme prudent d'Alina finit par se fissurer complètement. « Je ne sais plus, murmura-t-elle. Grayson posa la main sur l'épaule d'Ellie. « Il faut qu'on y aille. » Ils s'éloignèrent ensemble, laissant Elina seule dans le couloir du tribunal. Père et fils, survivants de ses choix, avançant vers ce qui les attendait. Le trajet du retour fut silencieux jusqu'à ce qu'Ellie prenne la parole. « Tu crois qu'elle nous aimait ?» Grayson réfléchit attentivement à la question, voulant être honnête avec son fils, sans cruauté. « Je crois qu'elle aimait l'idée de nous, l'image que nous lui donnions. Mais entre protéger cette image et te protéger, elle a fait le mauvais choix. Es-tu content qu'elle soit partie ? Je suis content que tu sois sain et sauf. » Ce soir-là, Grayson prépara le dîner pendant qu'Ellie faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Des sons normaux, des rythmes normaux. La maison dans laquelle ils avaient emménagé après le divorce était plus petite, mais semblait infiniment plus grande sans la tension, la marche sur des œufs, le calcul constant des humeurs d'Alena et les menaces de Rick. Son téléphone vibra, un SMS de Lydia. Dernière nouvelle. Les associés de Rick étaient tous réunis. Le réseau était complètement démantelé. Des dizaines de victimes obtenaient justice. Tu as bien fait. Il effaça le message et retourna cuisiner. Plus tard, après qu'Ellie se fut endormie, Grayson s'assit sur le porche à contempler la silhouette de Denver. Les lumières de la ville s'étendaient à perte de vue, chacune représentant le souvenir de quelqu'un. La vie, les choix de chacun, les conséquences de chacun. 1 an plus tôt, il était responsable de la conformité dans un mariage en difficulté, luttant pour protéger son fils de dangers qu'il ne parvenait pas à identifier. Aujourd'hui, il était père célibataire, gérant d'une société de conseil, entretenant une relation apaisée avec Ellie et éprouvant la satisfaction de voir justice rendue à ceux qui avaient blessé sa famille. Pas de vengeance, mais de justice.